Analyse, opinion, le réveil de l'info, c'est Atlantique Radio. Le 31 octobre 2025 marque un tournant majeur dans le dossier du Sahara. Un jour, dans le dossier du Sahara marocain, un jour historique avec l'adoption du plan d'autonomie marocain au cœur du processus onusien. Le plan d'autonomie marocain est maintenant la seule base de négociation. Quelles seront les prochaines étapes? Il y a plein de questions à poser, ce qui est quand même assez incroyable. J'accueille mes deux décodeurs. Hicham El Bayed, professeur d'économie internationale et tellement de choses. D'ailleurs, vous n'avez plus de carte de visite. Non, c'est électronique, ça change. Voilà, c'est ça. Et puis, Hafid Boutaleb, analyste géopolitique, entre autres aussi, communicant, etc. J'aimerais d'abord qu'on revienne sur, c'est Hafid qui m'a dit ça tout à l'heure, quand il est arrivé, sur le momentum. Ouais. Comment vous l'avez vécu tous les deux là? Comment vous avez vécu ce moment, cet événement, le côté historique de cet événement? Hafid? Du 31 octobre. Oui, on a été surpris par le discours de Sa Majesté. Ça rajoute à la gravité. Il s'adresse à la nation. C'est dans un discours surprise qui n'est pas planifié. Et donc, qu'est-ce qu'il annonce? Ça c'est étonnant. Ça c'est étonnant. Une heure après. Mais ça rappelle. Mais c'est solennel. C'est solennel. Et ça rappelle à Sainte-2 le discours du 16 octobre. Ça rappelle le discours du 16 octobre qui était aussi un discours surprise en 75 pour réagir sur la décision de la CIJ. Et la même chose, donc on est un peu dans cette ambiance de la marche verte. C'est ce que je te disais dans le Franck. C'est que oui, avant de commencer l'émission, c'est que cette semaine de la marche verte en 75 a commencé par un lundi 3 novembre, comme aujourd'hui. Donc cette année, les dates coïncident aussi. Et la marche verte a eu lieu un jeudi 6 novembre. Donc quasiment on pourrait vivre jour pour jour la marche verte il y a 50 ans aujourd'hui. Il y a cette volonté royale de vouloir ressusciter ce momentum important qui était une date fondamentale. Parlons à tous les aînés, tous ceux qui ont vécu cette date. Tout le monde vous dira que pendant quelques semaines c'était l'euphorie au Maroc et tout le monde était fier de porter le drapeau. Et aujourd'hui on a cette même euphorie, ce même sentiment. Il faut s'en féliciter. Il n'y a pas que le 6 novembre, il y a le 18 novembre. Donc on est au 70e anniversaire de l'indépendance et on est au 50e anniversaire de la marche verte. Donc ça, en termes de narratif, il me semble que cet événement vient, j'allais dire à l'aube du mois de novembre, qui est chargé d'émotions patriotiques pour nous autres, dans le sens où vous avez Sa Majesté qui sort, tenez-vous bien, en termes de forme, en tenue traditionnelle marocaine. Et ça symbolique aussi, pour dire que c'est l'émir des croyants, c'est le sultan marocain, encore une fois, pour envoyer des signes aussi à l'international, pour dire que nous ne sommes pas dans le triomphalisme, pour dire qu'on a gagné la guerre, tout modestement, avec beaucoup d'humilité, pour dire que nous avons gagné une bataille, il y a encore d'autres batailles à gagner, il y a encore du chemin à faire. On a réussi effectivement à avoir un sans faute, dans le sens où il y a eu un zéro vote contre le projet initiative effectivement marocaine d'autonomie. Ça veut dire qu'on est sur la bonne voie, ça veut dire que tout le travail qui a été fait en amont depuis 99, figurez-vous que hier, en préparant l'émission, on recense quelque chose comme 1000 contrats qui ont été signés avec plus de 40 pays africains. Ça veut dire effectivement que tout le travail qui a été mené par Sa Majesté à l'échelle africaine, les tournées, le roadshow, on se rappelle 2017-2018, le retour du Maroc à l'Union africaine, la visite en Russie, la visite en Chine, tout ça effectivement a payé. Et tout aussi la diplomatie marocaine. On en parlera tout à l'heure de ça. C'est-à-dire qu'il y a un travail diplomatique, c'est absolument. Moi, je suis retombé en préparant cette émission sur pas les déclarations, mais le vocabulaire de Ben Ki-moon. Vous vous rappelez de ça? Oui. L'occupation, etc. Enfin, c'était ça c'est les termes grecs, ça. C'était il y a longtemps. Et puis on n'en parle plus. Le référendum, ça, on n'en parle plus. C'est l'autonomie sous la souveraineté marocaine. Exactement. C'est acté. Nous, on peut quand même en parler parce que c'est vrai qu'on a balayé plein de choses là dans cette journée du vendredi. Bon, des choses qui avaient été sans doute balayées bien avant par les discussions, mais tout à l'heure vous disiez que on est resté digne
Comme on l'est toujours. Mais de l'extérieur, est-ce qu'on va pas dire, bon, ils étaient dignes, mais ils ont bien fêté ça quand même, est-ce qu'on va pas nous le reprocher? Pourquoi? C'est normal. Non, je sais pas. Pourquoi? C'est normal. C'est spontané. Il faut rappeler que c'était spontané. Personne ne nous a poussé. Moi le premier. Un pays qui est pas loin, qui est partie prenante, etc. Pour la petite histoire, moi je sortais de la clinique vendredi, samedi, et tout de suite avec ma famille on est parti du côté de la Corniche parce qu'il y avait des centaines, des milliers de Casablancaises, comme dans toutes les villes du royaume, qui sont sortis de leur propre chef. Personne ne leur a dit de sortir. C'était pas organisé. Et ça veut tout dire. Ça veut dire que ce Sahara marocain, c'est quelque chose qui coule dans les veines de tout à chacun de nous. Et on n'est pas en train de faire du chauvinisme à la marocaine, on est en train de parler de réalité qui est là. C'est pour ça que l'humilité est fondamentale et la bienséance, ça c'est une caractéristique de la diplomatie de Sa Majesté. C'est ce que j'allais dire, ça a été une des caractéristiques de cette diplomatie, l'humilité. Voilà. Et il faut pas oublier que 50 ans de harcèlement sur les forums internationaux de la part de l'Algérie n'a apporté qu'une main tendue de la part de Sa Majesté systématiquement. Il n'y a aucune volonté de revanche, il n'y a aucune volonté de vengeance, il y a vraiment une pari sur l'avenir et une volonté de tracer un trait sur ce passé. Malheureusement, on ne voit pas une réponse en face. Et ça m'inquiète personnellement, à titre de Marocain, ça m'inquiète. L'Algérie, c'est le caillou dans la chaussure. Voilà. C'est le trouble fait. Et d'ailleurs, le représentant du Maroc aux Nations Unies l'a dit ouvertement. En quoi ça implique l'Algérie? Pourquoi l'Algérie se mêle de ce qui ne lui regarde pas? C'est ça la question. Parce que j'ai l'impression que l'Algérie se mêle de pas mal de choses qui concernent le Maroc. Et puis elle se fait le porte-étendard des principes des Nations Unies, alors que l'un des premiers principes, c'est la non-ingérence dans les affaires internes des pays. Et là, effectivement, c'est l'expression sans appel que l'Algérie se mette de ce qui Ce qui est terrible, c'est qu'on a là des dirigeants qui, depuis 50 ans, vous disent « nous sommes neutres ». Alors moi, je les invite quand même à aller voir dans le dictionnaire ce que neutralité veut dire. Par exemple, la posture suisse pendant la Seconde Guerre mondiale, en 39-45. On ne voit la Suisse nulle part pendant la guerre, parce qu'elle était neutre. C'est bizarre d'être comme ça, affirmer encore et encore qu'on est neutre. Donc ça montre à quel point malheureusement, on a affaire à des dirigeants d'une certaine manière assez immatures et munis de mauvaise foi. On va reparler de tout ça. On va parler de l'Algérie aussi avec Zakaria Boudab. Et il est 8h28, la pub, et ensuite Karim Dronet. Débat, analyse, opinion. Le réveil de l'info. C'est Atlantique Radio. Eh oui, Atlantique Radio, les décodeurs, 8h42, bonne journée, merci de nous écouter, merci d'être fidèles à cette émission. Je sais que vous êtes très nombreux à écouter les décodeurs tous les jours. C'est bien d'écouter les décodeurs parce que ça nous permet de nous faire, par exemple, une idée sur quelque chose. C'est-à-dire qu'on est souvent pas sûr, on n'exprime pas ça devant le miroir de sa salle de bain. Mais grâce au décodeur, on se dit « Ah, je pense comme eux, ou je pense pas comme eux. » C'est quelque chose d'important. Alors, on parle de ce qui s'est passé vendredi. Moi, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur le caractère onusien, parce que on a cette espèce de langage onusien, on sait tout ce qui s'est passé. J'aimerais que vous me disiez pourquoi on est passé finalement dans un délai qui est assez court, même si on ne le savait pas, mais maintenant on a le recul, de cette logique de gestion à cette logique de résolution. Pendant des années, on a géré le différend à l'ONU. Et là, d'un seul coup, on s'est dit, il faut résoudre le problème. Qu'est-ce qui s'est passé ? Rappelons qu'il y a eu un blocus sur les armes, un embargo sur les armes dans les années 80, ciblant l'armée marocaine en pleine lutte dans le Sahara, voté par le Sénat américain. Et donc les Américains n'étaient pas clairs sur le Sahara. À partir du moment, et Sa Majesté l'a dit dans son discours, en même qualifiant Donald Trump d'un ami, à partir du moment que Donald Trump a ouvert la brèche, il a donné l'instrument au Maroc pour se défaire de ces chaînes qui lui sont imposées, parce que le Maroc est toujours en train de solder sa décolonisation. Et par conséquent,
merci, oui, merci Donald Trump, parce que c'est comme ça qu'on a pu élever le ton avec des partenaires, notamment la France, l'Espagne, l'Allemagne, le Royaume-Uni, en leur disant il est temps de nous soutenir. Je suis tout à fait d'accord avec ça, mais vous n'avez pas répondu à ma question. Hicham El Bayed. J'abonde dans ce que disait Hafed à l'instant. Il y a un avant et un après, comme disait Sa Majesté le 31 octobre. Effectivement, il y a un avant et un après, mais il y a un avant 2020 et un après 2020. Le tweet de Donald Trump, c'était le déclic. Et personne ne pouvait effectivement contredire Donald Trump par rapport à ça. C'est-à-dire la position des États-Unis. C'est vraiment Donald Trump ou ça aurait pu arriver disons l'élément accélérateur. Il me semble, en tout cas c'est ma propre lecture, il y a un florilège effectivement d'événements qui se sont succédés, il y a des efforts qui ont été faits à 360 degrés, que ce soit par rapport à la diplomatie parallèle. Pour nous autres professeurs, on fait des événements à caractère scientifique, mais il y a aussi de la diplomatie effectivement qui est destinée dedans, que ce soit au Maroc ou à l'international, quand on part pour des séminaires en Afrique sur Sa Majesté. Oui, c'est-à-dire que toutes les parties prenantes ont joué un rôle effectivement dans cette victoire, et c'est un travail de longue haleine, parce que juste pour l'histoire récente, il faut rappeler que le projet qui a été soumis aux Nations Unies, au Conseil de sécurité par rapport à l'initiative d'autonomie, ça date de 2007. Oui. Donc on est en 2026 pratiquement. Donc c'était pas hier. C'est quand même arriver à avoir un zéro non du Conseil de sécurité, c'est phénoménal. C'est dire, même ceux qui se sont abstenus, ils auraient pu dire non, mais ils ne l'ont pas fait par respect pour le Maroc, par respect pour la crédibilité de l'initiative marocaine, de la proposition du Maroc, effectivement, parce que c'est la solution la plus crédible, la plus réaliste et la plus réalisable. Bien sûr, l'autonomie mentionnée 6 fois dans la résolution. 8h46, on va accueillir notre invité décodeur aussi, Zakaria Aboudahab, professeur de droit et de relations internationales à l'Université Mohamed V de Rabat, professeur à l'EGE Rabat également. Bonjour, monsieur. Bonjour, professeur. Bonjour, professeur. Oui, bonjour, monsieur Mathieu. Bonjour, les décodeurs. Bonjour, le professeur. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'on vient de dire sur comment on est passé finalement de cette logique de gestion à cette logique de résolution? Est-ce que... D'abord, question à vous, professeur, est-ce que vous attendiez à ce résultat? Alors, personne n'avait, on va dire, la prophétie d'Alexis de Tocqueville, parce qu'on le considérait ainsi, mais on va dire qu'il y avait des indices sur le terrain qui indiquaient qu'on allait changer de ton, TON, et d'approche de traitement de ce dossier depuis déjà l'accès ou l'accession pour le deuxième mandat de M. Donald Trump à la Maison-Blanche et la désignation de M. Boulos en particulier, Witkoff, il y a eu des rencontres, il ne faut pas oublier, y compris parallèlement à la tenue de l'Assemblée annuelle de l'Assemblée générale de l'ONU. Et donc, il y avait une sorte de direction vers ce résultat. Peut-être qu'il allait encore être plus explicite quand on sait que l'ONU est aussi un théâtre de négociation, de tractation, ça va de soi. Le droit ne saurait être tenu uniquement en s'accrochant à une approche strictement normative ou normativiste, ou encore formelle ou formaliste, mais plutôt il faut le considérer comme un rapport de force lui-même, car la norme au final, elle exprime un rapport de force notamment entre les 5 membres permanents au sein du Conseil de sécurité. Premier point. Deuxième point, on savait que le jubilé d'or de la marche verte, mais également 50 ans de conflictualité, allait pousser c'est-à-dire les acteurs internationaux, l'ONU en particulier, il y a une certaine responsabilité morale entre guillemets par rapport à la résolution de ce problème, qu'il fallait absolument que cela cesse. Dans un contexte mondial, on le sait, un peu tétanisé. Troisième élément, il y a également des restrictions en termes de financement des opérations de maintien de la paix. On le sait, M. Donald Trump est dans une approche en termes d'économie et par conséquent, la MINUSCO allait être frappée directement par ces restrictions budgétaires. Autre considération, toutes les reconnaissances qui ont été faites explicitement parlant, que ce soit la France, que ce soit le Royaume-Uni, d'une manière ou d'une autre, en tout cas c'est le soutien au marocain d'autonomie, Espagne, on avait compris, on va dire de manière inéluctable, pour reprendre cette expression de Vladimir Lénine,
eh bien, on comprenait qu'inéluctablement, on allait changer l'approche de traitement de ce dossier-là. Effectivement, on savait que l'Algérie était un mouvement permanent et qu'elle allait mettre les mains et les pieds pour bloquer toute résolution favorable au Maroc. Néanmoins, je pense qu'on a deux éléments de compréhension. Sa Majesté le Roi, dans son discours 31 octobre, avait clairement remercié M. Donald Trump pour les efforts considérables menés dans ce sens-là. Cela n'est pas venu de rien, ce n'est pas un cadeau. En fait, c'est une reconnaissance aussi des efforts du Maroc au niveau du Moyen-Orient, au niveau également de la participation à moult opérations mondiales guidées par les États-Unis, comme la participation à la coalition mondiale contre Daesh. Vous savez, les exercices annuels organisés, nous avons quand même un statut d'allié majeur européen, etc. Et donc, Sa Majesté avait remercié M. Donald, mais il a aussi remercié la France, le Royaume-Uni, et il a cité l'Espagne. Cela veut dire qu'il avait des éléments comme quoi on allait aboutir à ce résultat. Deuxième élément, que nous avons aujourd'hui, je pense que les Marocains, peut-être, ont suivi l'intervention de M. Brita dans une émission à 2h, et je pense qu'il était très clair dans l'approche, c'est que c'est grâce à la diplomatie proactive de Sa Majesté, les facteurs personnels, surtout le sprint final, les 6 derniers jours, qu'on a finalement abouti à rapprocher les points de vue. Ce n'est pas évident, je pense que les invités l'ont souligné. Quand vous avez zéro opposition, cela veut dire que le Maroc a réalisé là une prouesse diplomatique de premier plan qui le pousse à l'avenir, c'est cela que je vois maintenant, c'est qu'il le pousse à l'avenir à jouer un rôle majeur dans les relations internationales, que ce soit sur le plan régional, continental et international. Professeur, les décodeurs aussi, Hicham et Hafid, on parlait de la Minurso prolongée d'1 an. Qu'est-ce qui change concrètement dans cette nouvelle situation pour la Minurso? Qu'est-ce qui va changer? Pour le moment, on n'a pas touché la résolution 690 d'avril 91 qui avait donc mandaté cet organisme onusien de superviser le référendum. Le référendum ne s'est pas tenu depuis cette date en raison des blocages que tout le monde le sait. Deuxième point, il semble d'après les informations que la Russie a tenu absolument que le mandat de la Minurso puisse être prorogé d'1 année et non pas 3 mois comme cela était exprimé par les États-Unis préalablement. Enfin, troisièmement, il faut attendre donc aujourd'hui l'aboutissement, on l'espère, de toutes les manières, tout en étant réaliste, un accord final du règlement politique, etc., sur la base du plan d'autonomie, ce qui n'est pas évident, bien entendu, mais il y aura une présentation à mi-parcours d'un sorte de cadre stratégique par Denis Soral, envoyé personnel de monsieur le secrétaire général de l'ONU, sur la base des évolutions ou pas des tables rondes qui devraient démarrer incessamment, encore une fois sur la base du plan d'autonomie. Maintenant, la grande question, c'est vrai qu'il y a la Minurso sont devenir nous interpeller, et je vous dis peut-être, vous savez qu'aujourd'hui les nationalités qui composent, que ce soit la composante civilo-militaire, se sont réduites comme peau de chagrin. Je pense qu'il y a plus des Bangladais qui composent aujourd'hui cet organisme onusien. On ne voit pas véritablement les autres nationalités comme c'était le cas auparavant. Donc on n'est pas dans le même engouement. Mais on la maintient parce que la responsabilité de superviser le cessez-le-feu, quand bien même celui-ci a été transgressé, notamment par les milices nigériennes, et deuxièmement effectuer des opérations sur le terrain, des minages, mais la Minurso, ces membres sont escortés par les forces armées royales, c'est important. Tout sur le terrain, le représentant spécial du secrétaire général doit collecter les données sur le plan des droits de l'homme, surtout droits d'atteinte humanitaire, pour être plus précis, parce que nous sommes dans le cadre d'un conflit armé. Bon, il n'est pas définitivement enterré, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, la grande question qui se pose notamment les observateurs, c'est l'interprétation de la résolution 2797, est-ce que réellement le plan d'autonomie est la seule solution finale qui devrait constituer le point d'aboutissement? Sa Majesté, rappelons-le, avait dit que ce plan allait être, cette initiative, allait être peaufinée, développée dans les prochaines, je pense les prochains mois, ça va être en avril, il semble-t-il, 2026. Ou bien c'est l'une des options parmi d'autres, et donc par conséquent, est-ce que la proposition du Polisario pourrait être mise sur la table pour voir comment se sortir de cette impasse. Merci professeur d'être intervenu dans les décodeurs et à très bientôt.
parce qu'on n'a pas fini de parler. On n'a pas fini d'en parler. Hein. Merci beaucoup. Vous avez quelque chose à rajouter sur ce que vient de dire le professeur? L'idée de l'actualisation, ça a été dit dans le discours royal. Ouais. Effectivement, on ne va pas partir d'une feuille blanche. Donc on va partir de l'initiative qui a été proposée, comme le disait justement, et il faisait référence à cela, le professeur à l'instant, dans l'interview qui a été accordée à Deuxième par le ministre des Affaires étrangères. Il disait c'est un feuillet de 3 pages, hein, en tout cas ce qui a été proposé en 2007. Là, il va falloir effectivement creuser davantage. Ça va pas être du pain béni, hein. Les Algériens ne vont pas lâcher le morceau. Ils vont nous compliquer la tâche certainement, mais c'est pas grave. Hein. On a compris à quoi joue l'Algérie, on a compris effectivement les enjeux qui sont derrière. Ils ont cherché à nous avoir à l'usure, ça aussi on l'a pas dit tout à l'heure. Ils se disaient le Maroc va finir effectivement par céder. Non, on ne cédera pas. On va encore aller de l'avant par rapport à l'initiative. On va aller encore plus en avant. On allons chercher effectivement ceux qui restent encore assez sceptiques ou réticents, en tout cas dans leur petit coin. La bataille n'est pas finie. L'idée aussi de Lamine Oursou, effectivement, prolonger son mandat d'une année. Au passage, peut-être rappeler un petit peu la position russe, hein, parce que la Russie s'est abstenue. Les analystes disent effectivement parce que c'était une position tout à fait prévisible de la part de la Russie par rapport au porte-plume, qui est les États-Unis. Et puis, la Russie ne pouvait pas prendre une position autre, sachant que dernièrement, ils viennent de signer avec le Maroc un accord de pêche qui prend aussi les provinces du Sud. C'est-à-dire, ils ne pouvaient pas, se positionner à la fois pour le Maroc et en même temps contre. Donc, l'abstention était tout à fait prévisible. Et ça ne veut pas dire que la Russie est effectivement contre. Ça fait suite aussi, ce que je disais tout à l'heure, à la visite royale de la Russie en 2016. Encore une fois, c'est un travail de longue haleine. Et j'aimerais aussi, si vous me permettez, renvoyer aussi un message à ceux qui trouvent que parfois, il y a des gestes que nous faisons à l'international. Par exemple, envoyer des aides à des pays africains qui souffrent, par exemple, de certaines catastrophes naturelles. Alors, certaines mauvaises langues ou esprits chagrins diraient que il y a des priorités chez nous, pourquoi partir là, effectivement, la résolution 2797 vient montrer que chaque effort, minuscule soit-il, est important au moment où il faut effectivement être là où il faut. Et pour la Russie, rappelons la réunion de la commission mixte intergouvernementale maroco-russe en octobre 2025, donc il y a quelques semaines, sous l'égide de Lavrov et de Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères. Rappelons tous ces accords qui ont été signés, donc la Russie, comme vous dites, c'était prévisible. Et pour cause, la Russie voit son intérêt maintenant de plus en plus avec le Maroc. Elle a un intérêt en tant que pourvoyeur d'armes à Alger. Seulement, on ne peut pas changer du jour au lendemain. Des relations historiques. Oui, certes, mais on ne peut pas changer du jour au lendemain un pourvoyeur d'armes, un fournisseur d'armes. Donc l'Algérie est d'une certaine manière un client captif pour Moscou, qui continue à leur vendre des armes tout en servant ses propres intérêts dans la région, notamment Sahel et Sahara. Mais ce que je veux dire, le marxisme, c'est gratuit. Hein, quoique, Hafid, si tu permets, juste, c'est que comme la Russie fonctionne à flux tendu par rapport à son conflit avec son voisin, l'Ukraine, les livraisons d'armes vers l'Algérie ont diminué. Et puis trouver des pièces de rechange par rapport aux armes russes, ça, il faut se lever tôt pour aller le chercher. C'est soit au Vietnam, soit en tout cas dans un pays à côté. Donc en termes de livraison d'armes, la situation n'est pas très favorable pour l'Algérie. Je te laisse finir, Hafid. La pub et les infos juste après. Merci, Hicham. Les décodeurs du jour, Hicham El Bayed, professeur d'économie internationale, Hafid Boutaleb, analyste géopolitique. On vous reparle de ce qui s'est passé évidemment vendredi. Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté une résolution qui consacre le plan d'autonomie marocain comme base centrale du processus politique. Messieurs, c'est la dernière partie de l'émission et j'aimerais bien qu'on dise maintenant à ceux qui nous écoutent qu'est-ce qui va se passer maintenant. Parce que voilà, c'est bien beau, une page s'est tournée, mais maintenant j'ai envie de dire de façon très triviale, il y a du boulot. Oui, il y a du boulot. Ça commence d'abord par première étape, comme l'a dit Hicham tout à l'heure, il faut détailler le plan d'autonomie.
je ne sais pas si vous l'avez lu, alors ce plan d'autonomie, c'est un très grand progrès pour le territoire du Sahara marocain. Ça va permettre de fluidifier un peu, parce qu'aujourd'hui tout va de plus en plus vers la déconcentration, étant donné les technologies de l'information, donc le pouvoir sera plus sur place. Donc il faut mettre en place les mécanismes pour accompagner cette idée d'un plan d'autonomie. Et ça, c'est le législateur marocain, c'est les autorités marocaines qui vont devoir plancher sur ça. Vient ensuite le format des tables rondes, pendant lesquelles doivent assister les 4 parties nommément mentionnées, Maroc, Algérie d'abord, et puis Polisario, Mauritanie. Ça se fera certainement, très certainement, peut-être à partir du mois de décembre, janvier. Et vient ensuite, parce que par rapport à la MINURSO, le Conseil de sécurité se réunit 2 fois, comme l'a souligné le professeur Abouddahab, en avril pour évaluer l'action de la MINURSO, et en octobre, comme maintenant, pour évaluer si oui ou non il faut proroger le mandat. Donc en avril, il y aura un rapport de Staffan de Mistura qui sera soumis aux membres du Conseil de sécurité pour évaluer la teneur des négociations et si oui ou non il y a de la bonne foi de la part des parties prenantes. Et enfin, il y aura effectivement une nouvelle réunion dans une année pour statuer sur les prochaines étapes, notamment je pense une nouvelle résolution pour acter l'état d'avancement des négociations et considérer que le plan politique aujourd'hui existe, la sortie de crise politique, ce qui donnera une base à la 4e commission, parce que ce que nous faisons là, tous les efforts que nous faisons, c'est pour sortir le territoire de la 4e commission des territoires non autonomes. Territoire non autonome, ce qui explique le plan d'autonomie proposé par le Maroc, donc qui est considéré comme une autodétermination aujourd'hui par cette résolution du 31 octobre 2025. Et donc, une fois qu'il y aura une résolution assez solide, elle permettra à cette 4e commission de se fonder sur cette résolution pour considérer qu'il y a aujourd'hui un plan politique et que le territoire n'est plus non autonome. Ce territoire sera retiré de la 4e commission. Un vote de l'Assemblée générale, comme celui qu'on a vu sur les 15 pays, là ce sera 193 pays, et à n'en point douter, le Maroc va remporter ce vote, puisque grâce à ce qu'on disait depuis tout à l'heure, nous menons une diplomatie très active, proactive depuis plusieurs années. Une fois qu'il y aura ce vote de l'Assemblée générale, retrait du territoire, de ce territoire de la 4e commission, et le Conseil de sécurité se prononcera ensuite sur le statut de la MINURSO et ainsi de suite. Alors en complément de ce que disait Hafid à l'instant, ce qu'on n'a pas dit depuis tout à l'heure, c'est que cette résolution 2797 entérine de façon claire, radicale et irréversible la position des pays qui sont derrière les votes. Ça veut dire demain, s'il y a changement de gouvernement, je ne sais pas, dans tel pays qui ont voté, il n'y a pas possibilité de faire marche arrière, et ça c'est un acquis pour le Maroc. Ça, il faut le considérer effectivement comme un acquis irréversible. Deuxième aspect, c'est que ce que nous avons obtenu pourrait devenir une espèce de jurisprudence pour d'autres pays, le Soudan, la Somalie, etc. Et c'est très intéressant effectivement en termes de référentiel, on va dire, dans les couloirs des Nations Unies par rapport à ce que le Maroc a obtenu. Après, pour revenir sur votre question, qu'est-ce qui va se passer après? Bien entendu, ce qu'on disait tout à l'heure et en référence au discours royal, il va y avoir actualisation de ce plan d'autonomie, aller dans le détail. Forcément, il va y avoir des tractations, comme ça a été le cas déjà pour le projet, en tout cas d'autonomie en 2007. Les Algériens, effectivement, vont poser leurs conditions, les leurs, mais aussi celles du Polisario. La Mauritanie, moi j'aimerais en tout cas m'apesantir un petit peu sur le cas de la Mauritanie, parce que je trouve que la position de la Mauritanie n'est pas très claire. La Mauritanie doit être plus clair effectivement dans sa position. Les déclarations ce week-end, c'est effectivement c'est mi-figue mi-raisin. Ouais, c'est ça. Moi je trouve que c'est froid quoi. C'est un peu tiède. Voilà, c'est pas clair, et Sa Majesté peut-être par humilité encore une fois, par bienséance, n'a pas cherché à imposer le prisme du Maroc effectivement à la Mauritanie, mais il me semble que la Mauritanie maintenant se doit de prendre une position claire. Est-ce qu'il est pour ou contre? Parce qu'il n'y a pas un juste milieu entre les deux.
Alors, il faut par rapport à la Juste Mauritanie... une question par rapport à ce calendrier là. Est-ce qu'on aura, avec tout ce que vous nous avez donné comme date et comme action, est-ce qu'on va quand même se retrouver tous les ans au Conseil de sécurité? Je pense que l'an prochain pourrait être la dernière fois. Ouais, c'est Voilà. ça. On va quand même se retrouver l'année prochaine devant le Conseil de sécurité. Oui, parce que c'est nécessaire. Il n'y aura plus l'Algérie d'ailleurs. Oui, il n'y aura plus l'Algérie qui quitte Notre membre non permanent. Oui. puisque c'est un membre non permanent pour seulement 2 ans, donc leur mandat expire en décembre. Effectivement, l'an prochain, ce sera aussi peut-être la dernière de Antonio Gutiérrez. Je pense qu'il y a un nouveau secrétaire général qui va commencer à partir de janvier 2017. Lui aussi voudra, dans un baroud d'honneur, sortir avec, en ayant acté la résolution d'un des conflits les plus longs dans les registres des Nations Unies. Et donc, il faut quand même cette année pour négocier, oui, sous l'égide du Conseil de sécurité. Donc, c'est pas parce qu'il y a eu ce vote historique que tout va s'arrêter. On parle de la légalité internationale, ça prend du temps. Et donc, nécessairement, il y aura un nouveau vote. Mais très certainement, peut-être, 31 octobre 2000 ou 30 octobre 2026 sera la dernière fois où le Conseil de sécurité discutera le sujet du Sahara. Alors, on a quand même parlé des forces. On va faire le fameux tableau force-faiblesse. On a parlé des forces, la diplomatie marocaine, les grandes nations qui nous soutiennent, la France, les États-Unis. Bon, les Russes, les Chinois qui se sont exprimés et on comprend d'ailleurs leur position. On a parlé d'autres forces. On a parlé de cette espèce de patriotisme des Marocains qui sont derrière le Sahara marocain. Quelles sont les faiblesses, très honnêtement? Les faiblesses de la diplomatie marocaine? Non, pas forcément les faiblesses de la diplomatie marocaine, mais qu'est-ce qui peut freiner finalement ce calendrier qui paraît simple, qui paraît évident, quoi. Qu'est-ce qui peut freiner tout ça et qu'est-ce qui peut freiner, la diplomatie aussi? Il me semble qu'on est parti du bon pied et peut-être pour l'économiste que je suis, j'abonderai peut-être le registre effectivement des investissements qui sont en cours sur toute la frange atlantique, la vision royale afro-atlantique, les projets faramineux qui sont déjà sur place et qui vont se faire encore plus avec le soutien de ces puissances dont vous parliez à l'instant. Les États-Unis comptent effectivement investir des milliards. Le dernier forum franco-marocain qui s'est tenu à Dakhla vient entraîner effectivement la volonté française aussi d'être sur place. Vraiment, on est sur un bon élan d'un point de vue économique qui donne du sens à la régionalisation avancée, qui donne du sens effectivement à la volonté royale d'arrêter ce Maroc qui fonctionne à 2 vitesses. Donc l'idée effectivement c'est de permettre aux provinces du Sud effectivement de pouvoir disposer de leurs élans respectifs en termes de développement inclusif, en termes de progrès, en termes d'accès à une évolution positive dans leurs conditions de vie de tous les jours. Moi je trouve que de ce point de vue, je ne vois pas effectivement d'appréhension particulière ou de doute particulier. Tout le doute, il me semble, en tout cas, encore une fois, c'est ma propre lecture, ça viendrait de l'Algérie, ça viendrait effectivement de sa position de trouble fait, pour, encore une fois, peut-être, elle ne pourra pas le faire, mais en tout cas remettre en cause peut-être des aspects dans ce plan d'autonomie. Et encore, même si le message passé par les grandes nations, c'est mais pourquoi vous vous occupez de ça, quoi? C'est un peu À l'Algérie? Oui. Oui, ce que je disais tout à l'heure, il faut quand même ouvrir le dictionnaire et voir que la définition de neutralité, c'est pas du tout ce qu'ils sont. Voilà, exactement. Donc, vous voulez dire qu'on ne doit pas s'occuper de l'Algérie? Non, c'est pas ça. Je dis pourquoi l'Algérie s'en occupe autant, quoi. Voilà, c'est la question sempiternelle, hein. C'est pourquoi l'Algérie $1 million. C'est la question. Pourquoi financer le Polisario? Pourquoi être à la merci du Polisario? Ça ne veut rien dire. Et en même temps venir en parallèle dans une espèce d'hypocrisie, dire que de poids de mesure, encore une fois, oui, on est frères et on voudrait construire le Grand Maghreb, etc. Ça, c'est des discours qui ont fait leur ton. Et d'ailleurs, dans un discours de Sa Majesté, je ne me rappelle plus de la date, mais en tout cas, il a dit les Nations Unies doivent se rendre à l'évidence qu'il y a une réalité concrète
à laquelle on doit faire référence. Et cette réalité, c'est ce qui se passe. Vous allez dans les provinces du Sud. Moi, la première fois où je suis parti à Laayoune, j'étais ébahi, j'étais bluffé. Hein. Saratoga, une grande ville. On disait effectivement, c'est dans le Sahara, c'est dans le Sud, etc. Mais elle n'a rien à envier à une ville, pour toute proportion gardée, bien entendu, comme Marrakech, comme Casablanca. Il y a vraiment un essor. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a surtout une vision. C'est ça le plus important. Dans un territoire, je fais des recherches là-dessus. Lorsque vous avez une vision pour un territoire, lorsque vous avez un roadmap, une feuille de route, effectivement, vous savez où vous allez, vous avez des ressources spécifiques. Encore une fois, pour rebondir sur votre outil, soit les forces et les faiblesses, vous avez aussi des opportunités, des menaces. Les opportunités, c'est ce que je disais effectivement par rapport aux investissements qui sont là, par rapport à la crédibilité, par rapport à l'attention particulière portée par toutes ces puissances, l'Espagne, la France, les États-Unis et j'en passe. Ouais, alors, par rapport à ça, au du territoire, donnons un chiffre. Dakhla, 2000 habitants en 1980, 200 000 40 ans plus tard. Donc on voit la dynamique. Il y a une véritable dynamique autour de ce territoire, parce que ce territoire est un territoire stratégique qui relie l'Europe à l'Afrique de l'Ouest. C'est par là que vont passer les routes et que passent déjà les transporteurs routiers. C'est là où il y aura le port de Dakhla. Donc oui, il y a une vision. Les blocages, l'Algérie et la posture condescendante de l'Algérie, elle n'est pas que sur le Sahara. Rappelons que l'Algérie reconnaît une république du Rif fictive, qu'elle y abrite une ambassade. Donc le plan de l'Algérie pour le Maroc, c'est le démantèlement du royaume du Maroc, aux dépens de la population du Maroc. Donc le plan de l'Algérie pour le Maroc, c'est le malheur et le désastre pour nous, Marocains. Voilà ce que les Marocains doivent aller dire, et qu'ils disent déjà dans les instances internationales. C'est une question existentielle pour nous. Ce n'est pas un pays qui défend l'intégrité territoriale, c'est qui défend la légalité internationale au Sahara, parce qu'en plus, l'Algérie reconnaît le Polisario alors qu'ils appellent à organiser un référendum. Donc ils ont déjà anticipé les résultats du référendum. Ils sont embourbés dans des contradictions énormes. Ils reconnaissent cette république inexistante du Rif, et on a vu que même le peuple du Rif est sorti ce vendredi soir avec le drapeau marocain. Ce ne sera pas une position qu'ils pourront tenir face aux représentants de l'Union. À plus forte raison, si jamais le projet des deux congressmen, républicains et démocrates, pour aboutir le projet de considérer le Polisario comme organisation terroriste. Alors là, ça serait le comble, effectivement. Alors, une sourde oreille pendant une année du Polisario pourrait effectivement encourager, c'est encore plus les sénateurs américains et députés américains de considérer le Polisario comme une organisation terroriste, qui refuse les mains tendues, qui refuse le dialogue, et qui en plus a rompu unilatéralement le cessez-le-feu en 2020. Donc là-dessus, je pense que l'Algérie doit être prudente à ne pas jouer contre elle-même. Et enfin, pour la Mauritanie, disons une chose, ce pays va s'isoler, puisque le Sénégal, les pays du Sahel, rappelons qu'il y a une nouvelle configuration, l'Alliance des États du Sahel, souhaitent une meilleure intégration à travers l'Atlantique. Et la Mauritanie est un acteur clé là-dessus. Justement, quel impact, ce sera la dernière question sur le sujet, quel impact sur les relations entre le Maroc et ses partenaires africains ? Avec les partenaires africains, ça se passe très très bien. Le fait que cette résolution soit entérinée, ça veut dire que les propositions du Maroc valent leur pesant d'or. Le désenclavement que propose le Maroc à travers la stratégie afro-atlantique aux pays africains, le rapprochement que nous avons d'un point de vue économique, encore une fois, des banques marocaines qui sont installées en Afrique, des sociétés télécoms, bâtiments travaux publics. Donc il y a un maillage qui ne cesse effectivement de prendre du volume, de prendre de l'ampleur avec les pays africains, et ceci ne peut que donner encore plus de l'élan justement à la crédibilité du plan d'autonomie marocain. On constate une superbe absence de l'Afrique du Sud dans toute cette dynamique. L'Afrique du Sud a reculé parce que Donald Trump a été ferme avec ce pays. Il ne peut pas jouer à la puissance qu'il n'est pas sur le continent et utiliser les instruments internationaux pour harceler un pays qui est pour eux un rival économique. Oui, absolument. Messieurs, il est 9h21. Vous écoutez les décodeurs d'Atlantic Matin. Les débats express.
Alors c'est une nouveauté, hein, vous essuyez les plâtres comme moi aujourd'hui d'ailleurs, à la fin de l'émission, les débats express, ce qui va nous permettre de parler on va dire, de sujets qui sont peut-être un peu plus légers, un peu plus light. Ouais. Voilà, c'est ça. Alors je vous ai envoyé ça. Il y a vous savez que le Maroc commence à réceptionner 723 bus chinois. Yutong, très bonne marque, hein. J'ai un rasoir Yutong, c'est pas un bus. Ça va représenter. Non, ils font tout en Chine, hein. Ils font du rasoir au bus. Hein. C'est comme Tata en Inde. 3800 véhicules d'ici 2029. Mais alors, figurez-vous que les Norvégiens ont acheté les mêmes bus et ils se sont rendus compte qu'il y avait une faille de cybersécurité là-dedans. Bref, qu'il y avait une petite puce, comme dans votre téléphone, en fait, qui pouvait s'activer à distance. Carte SIM. Une carte SIM, voilà. Et qui pouvait s'activer à distance et pourquoi pas d'ailleurs être activée par des puissances occultes chinoises. Le constructeur, il parle aussi du constructeur, effectivement. À distance. Là, c'est une histoire qu'on connaît bien, qu'on a déjà entendue dans d'autres domaines. La téléphonie, la fibre, l'installation en fibre par des opérateurs chinois ou de systèmes de caméras de surveillance, par exemple, dans des villes en France, aux États-Unis, etc., etc. Puis on se rend compte que finalement, il y a possibilité d'échanger des infos. Qu'est-ce que ça vous dit, ça, parce qu'on va bientôt parler de cybersécurité, là, parce que il va y avoir un salon, je crois. Et puis surtout, c'est une préoccupation très, très actuelle. Comment se fait-il qu'on ait comme ça des fuites sur quand même 3800 véhicules, hein, ça représente quand même pas mal de véhicules. Est-ce que c'est de l'info? Est-ce que c'est de l'intox? Je trouve que le vrai débat, il est autour de la cybersécurité, parce que effectivement, de plus en plus, on a vu des plateformes, même chez nous, hein, la CNSS par exemple, qui a été piratée, et d'autres réseaux de par le monde, même aux États-Unis, des stations de livraison d'essence ou de carburant ont été piratées, etc. Ça veut dire que le vrai sujet, c'est ça la cybersécurité. On n'est pas à l'abri. Donc le zéro risque n'existe plus. Qu'un bus soit piraté, qu'un avion soit piraté, une voiture, qu'une chaîne radio soit piratée. Ça, c'est des choses. Les pagers, vous savez, les pagers du Hezbollah. Oui, vous savez qu'il y a des voitures qui vont vite, qui s'arrêtent toutes seules, etc. Oui, tout à fait. Oui. Donc on est vraiment dans cette nouvelle ère où il n'y a pas de pare-feu qui soit impénétrable. Est-ce qu'on peut surveiller ça aussi? Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait? On doit dépenser beaucoup d'argent à surveiller. On enlève les puces, c'est possible d'enlever les puces? Je ne sais pas, je ne suis pas technicien. Est-ce que c'est possible? Prendre de l'antipuce, hein, et puis voilà. Disons que le sujet il est là. Les Norvégiens, moi je trouve que peut-être ils étaient un petit peu jusqu'au boutiste, en tout cas. Peut-être c'est dans un verre d'eau. Je sais pas si c'est la marque norvégienne qui produit aussi des bus électriques. Ouais. Et qu'ils veulent. C'est parce qu'on n'oublie pas que la Chine est en train d'envahir effectivement le monde de l'automobile, des bus, etc. Et peut-être sortir des rapports comme ça, c'est une façon effectivement de barrer la route. Je vous posais la question info. Voilà, c'est pour ça que je suis un petit peu dubitatif. Exportateur de pétrole. Attendez. Donc deuxième info du jour, on a un petit extrait, Yacine. Ah là là, on a un petit extrait sur cette info-là. Comment s'appelle-t-elle? Du coup, j'ai un Leila Slimani. Voilà, Leila Slimani. Merci messieurs. Leila Slimani, écrivaine, qui a participé à une émission au Québec qui s'appelle Tout le monde en parle. Et dans cette émission, elle parle de son nouveau livre, donc elle parle traditionnellement de sa famille, hein, souvent, en tout cas. Et écoutez ça. Mais je viens aussi d'un monde particulier, le Maroc, donc, qui est un monde que vous pouvez rapprocher du sud de l'Italie ou du sud de l'Espagne, où le rapport à la vengeance, notamment chez les femmes, est quelque chose d'important. Il y a ce rapport un peu à l'occulte, à la vengeance. Et ma grand-mère avait cette phrase célèbre, je la dis dans mes livres, elle disait toujours, il y a 3 choses importantes dans la vie, bien boire, bien manger et se venger. Waouh.
Alors, vous savez comment fonctionnent les réseaux sociaux, hein. C'était un petit extrait, c'est devenu une généralité sur les grands-mères ou les femmes marocaines, tout simplement. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, vous avez vu que ça a fait le tour des réseaux sociaux? Effectivement, ça fait le buzz. Quand elle parle du sud de l'Italie, du sud de l'Espagne, bon, le Maroc est un pays assez pluriel. C'est assez orientaliste comme perspective. Déjà. Et quand on réinvente son pays d'une certaine manière, on se réinvente soi-même. Donc peut-être qu'elle voulait se raconter un nouveau récit. Mais rappelons aussi que on parlait tout à l'heure du Rif. Effectivement, il y avait une culture de vendetta dans le Rif au début du XXe siècle et qui était rapportée. Et nous avons même les écrits de ce héros national Abdelkrim qui parle justement de ces vendettas comme étant une des premières raisons qui a ralenti ce soulèvement du Rif, parce que les tribus se disputaient entre elles et se tapaient entre elles. Donc c'est express, c'est débat express. Mais de là à dire qu'il y a une culture de la vengeance au Maroc, je trouve que c'est un peu tiré par les cheveux. Moi je trouve effectivement que c'était. Alors c'est pour ça que certains effectivement taxent Leïla Slimani d'essentialiste. Oui, effectivement. Effectivement qu'elle a réduit. C'est sympa, c'est le mot sympa pour dire. C'est le mot de l'amour. Effectivement pour qualifier ce qu'elle a dit, mais disons qu'elle a réduit effectivement l'identité marocaine à bien boire, bien manger, d'accord, mais se venger, je suis pas sûr. On a tous des grands-mères et je crois pas effectivement qu'elle. À Marrakech, par exemple, c'est bien boire, bien manger, raconter des blagues. C'est pas du tout se venger. Ou dans d'autres régions, bien boire, bien manger, ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Venir au décodeur et parler d'actualité. Merci Hicham El Bayed. Merci Afid Boutaleb. Merci d'avoir été les premiers décodeurs. C'est un plaisir. Partagez. Et à très bientôt. À très bientôt. Il est 9h28, la pub. Tous les matins, 7h-10h. Rabat 106.9. Atlantique Matin. Musique, info, écho.